Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur cette session sur cultiver l'excellence commerciale pour devenir leader sur le marché français. Donc, on a la chance d'avoir Antoine Pumira avec nous. Bonjour à tous. Donc, du coup, juste pour me présenter en amont, donc, je suis Clément Martin, je suis le fondateur de Rocket for Sales. Qu'est-ce que c'est? En simple, on est des agents de commerciaux dans la tech, donc on inverse le recrutement. On est un peu comme des agents sportifs, mais pour les commerciaux dans cet univers. Donc, le sujet me passionne. C'est mon quotidien de parler de stratégie commerciale et de découvrir des commerciaux. Et c'est la thématique parce que Planity, dont tu es le fondateur, est un modèle, on peut le dire, sur le marché d'excellence commerciale. Donc tu vas nous en parler. Et pour vous dire quelques mots sur ces 45 minutes qu'on va passer avec Antoine. Donc Antoine a fondé Click Rendez-vous il y a quelques années. En 2006-2007, ouais. Oui, donc il y a quelques années, effectivement. Pour vous donner quelques métriques, c'était déjà plus de 100 000 rendez-vous, 100 millions. Ouais, non, 100 millions. Ouais, 100 millions de rendez-vous gérés sur la plateforme. C'était un logiciel en marque blanche sur les sites des entreprises. Donc il y avait Yves Rocher, Nocibé, des médecins, Voilà. des banques, voilà. Exactement, qu'il a revendu au groupe Page Jaune, puis quelques années après a fondé Planity. Donc Planity, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est déjà bien connu sur le marché sur une plateforme de prise de rendez-vous pour les coiffeurs, les instituts de beauté et les barbiers. Aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 30 000 clients déjà sur l'international avec l'Allemagne et également plus de 150 millions de rendez-vous pris sur cette plateforme. Donc, ce dont on va parler autour de cette session, c'est stratégie commerciale, culture d'entreprise, qui est relativement importante dans ce type d'organisation, et de vos prochaines étapes, parce que vous êtes déjà 400, mais il y a encore un après. Donc, tu vas nous parler de ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc, on l'a un peu effleuré, mais quel est ton parcours, ce que tu as fait sur ces dernières années? Ouais, donc rapidement, en fait, moi j'ai toujours voulu monter une boîte, je pense comme pas mal de gens ici, et j'ai vraiment pensé toute ma carrière, mes études pour ça. Et j'ai commencé tout simplement par des stages. J'ai fait un stage dans une start-up en 2004 et c'était pas du tout à la mode, c'était juste après l'éclatement de la bulle Internet. J'avais fait un stage chez Active Hotels. Donc, personne ne voulait faire ce stage-là, j'étais le seul à postuler. Et c'est devenu Booking.com derrière. Donc c'était un outil de réservation d'hôtels en marque blanche, un logiciel, et ça s'est fait racheter par Booking et c'est devenu Booking. Après, j'ai fait un stage dans un fonds de capital risque pour voir comment lever des fonds. Et je me suis dit, bon, ok, ça a l'air de marcher la réservation, c'est assez génial, l'intermédiation en fait, puisque je voyais la boîte qui grossissait alors qu'il n'y avait rien qui se produisait. En fait, ça se fait tout seul, en fait, c'est le robot, enfin, c'est le serveur qui fait le travail. Je me suis dit, c'est quand même pas mal ces modèles. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut réserver? Et je me suis dit, bon, je vais faire un truc de réservation pour tout réserver. Donc des médecins, je me suis dit, je ne sais pas ce qui va marcher, donc je vais faire pour tout. Donc j'ai monté Click Rendez-vous pendant mes études. On a commencé à Bordeaux, parce que je suis bordelais, à vélo. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas d'argent. Enfin, on ne pouvait pas lever de l'argent, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile là-dessus. On a développé à la main avec des amis d'amis pour faire le produit. Enfin, c'était très, très dur. Et on a levé 500 000 € en 2009, ce qui était énorme à l'époque. Et 2 ans après, on a vendu à Page Jaune et on a développé la société. Finalement, on n'a pas réussi avec Page Jaune à faire ce qu'on voulait. Moi, je l'avais vendu en disant... ils ont 3000 commerciaux, ils m'ont mis une pression de dingue en me disant on va t'écraser, machin et tout ça. Et ils nous disent ok, bon. Et je me suis dit, bon, ils m'ont dit on veut bien te racheter ta boîte. Donc ils m'ont racheté ma boîte, mais on n'a pas réussi à vraiment aller au bout de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire on voulait faire de Page Jaune un moteur de réservation pour tout. Donc déjà, premier truc, n'ayez pas peur des grosses boîtes. Parce que en fait, même s'ils ont 3000 commerciaux et que nous on était genre 20, en vrai, voilà, c'est pas forcément une menace. Et donc après, je suis resté quelques années. Et je me suis dit, bon, j'ai vu Doctolib qui a quand même explosé dans la santé. C'est ce que nous, on était arrivé bien avant, on avait plus de médecins qu'eux et tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais remonter une boîte en mieux. Et voilà. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Les médecins, c'est fait. Et la beauté, c'est là où on avait les meilleurs résultats. Donc, on avait Nocibé, Douglas, Yves Rocher. Et je me suis dit, on va faire un mix entre ce que je sais faire, la réservation dans la beauté, et le go-to-market, donc la commercialisation de Doctolib. Et on va lancer ça. Et finalement,
On a lancé ça en 2016-2017. Et bon, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ça a été vraiment, finalement, on a fait énormément d'erreurs, même en ayant déjà monté une boîte, en connaissant tout ça, ne serait-ce que parce que la commercialisation était différente. Ouais. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des débuts sur cette commercialisation? Comment ça se passe? Comment tu démarres avec ton ou tes premiers commerciaux? Comment ça fonctionne? Alors, on a fait une première erreur, disons. Mais je pense que c'est important de comprendre que c'est une succession d'erreurs et que derrière, après, on comprend et on s'améliore. On s'est dit, bon, on va aller voir des coiffeurs. Qui va aller parler le mieux aux coiffeurs? On va dire un commercial de chez L'Oréal. C'est ce que tout le monde te dit. On dit, c'est évident, on va prendre un mec de chez L'Oréal. Sauf que le mec de L'Oréal, il arrive chez le coiffeur et il dit bonjour, c'est L'Oréal. Et donc là, on lui dit, on l'accueille hyper bien, tu vois. Donc, sauf que ce gars-là, il est arrivé, il dit, bonjour, c'est Planity. Et le mec fait quoi, Planity? C'est quoi ce truc? Et le gars s'est décomposé. Donc, on avait 3-4 personnes de chez Schwarzkopf, L'Oréal, et ils n'ont pas du tout géré le fait de ne pas être adossé à une marque connue. Donc, on a très vite rectifié le tir. Donc ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas le truc, en fait c'était trop dur pour eux. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est compliqué dans notre vente? Finalement, c'est de prospecter. Prospecter, c'est rentrer dans un salon de coiffure et dire bonjour, voilà, c'est Planity, ça vous dirait d'avoir une démo. Bon, il faut quand même se prendre des portes. Au début, on va sur 10 personnes que tu vas voir, il y en a 9 qui vont te dire non. Donc qu'est-ce qu'il y a de pire que de prospecter des salons de coiffure? Il y a prospecter des particuliers. Genre de l'assurance, de l'immobilier, du surgelé, des trucs comme ça. Et eux, en fait, rentrer dans un salon de coiffure ouvert avec de la lumière, on dit bonjour monsieur, c'était le rêve. Et eux, ils ont été hyper forts. Et donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui est compliqué, c'est de prospecter. Finalement, la couche métier derrière, on va leur apprendre. Et donc, on a recruté des personnes qui ont fait quelque chose de plus dur avant, et on les forme. Mais donc, il faut identifier ce qui est compliqué, prendre quelqu'un qui a fait pire avant, et après tu le formes un peu. Ouais. Ça paraît tout con, mais je vous assure que c'est pas du tout évident en vrai. La plupart des gens ils se disent bah oui, je vais prendre quelqu'un qui a déjà vu des coiffeurs, mais en fait non, on a pris des mecs qui faisaient de l'immobilier, du surgelé, des assurances. C'est pas du tout évident en fait. Ouais, ça c'est un super insight. Et en gros, aujourd'hui, quelles ont été aussi les autres stratégies? On avait parlé peut-être aussi d'inbound dessus. Parce que là, avec les commerciaux, c'est vraiment une stratégie push. Sur la partie inbound, comment ça fonctionnait chez vous? Alors, ouais, donc bon, ça arrive dans un deuxième temps. L'avantage d'avoir une marque, donc nous, par rapport à une marque blanche, le fait d'avoir une marque, c'est qu'il y a un vrai effet de ce qu'on appelle un effet de réseau. Et donc c'est dur à lancer, parce qu'au début, les gens ils préfèrent mettre un module sur leur propre site. Enfin, c'est de l'ego, ils se disent bah, j'ai un site, je vais mettre un truc. Toi, tu arrives avec ton site que personne connaît. Bon, donc au début, c'est dur à lancer, et c'est pour ça que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Mais en vrai, assez rapidement, il y a un tel effet de réseau, il y a une telle notoriété de la marque que tu gagnes de plus en plus de nouveaux clients. Et aujourd'hui, nous, on fait 40% de nos nouveaux clients en inbound, c'est-à-dire il y a des gens qui vont sur le site et qui disent « ajoutez mon établissement », et ils remplissent un formulaire. Et donc, on a des commerciaux par téléphone qui les rappellent et qui leur vendent quand même le truc. C'est-à-dire que même si le gars, il va sur ton site, il remplit un formulaire, il ne va pas faire le truc tout seul. Hein. Donc nous, il n'y a aucun client qui aurait tout fait tout seul, il ne va pas mettre sa carte bleue. Ça dépend vraiment de la typologie de ton client. Nous, ils sont incapables aujourd'hui de s'inscrire et de tout faire tout seul. Parce que c'est vraiment compliqué, il faut tout paramétrer et tout ça. Et donc, on a des commerciaux par téléphone qui font principalement de la conversion de leads. On ne fait pas d'appel sortant. Donc on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ça aussi. Ah ouais, et donc, vous êtes rendu compte que l'appel sortant, ça marche pas, soit tu es en physique, et là, tu peux pousser à la porte du salon, soit c'est de l'entrant uniquement. Quoi. Et nos clients, en fait, on leur vend que avec des commerciaux sur le terrain. Tout ce qui est produit, tout ce qui est machine, tout ça, c'est des gens qui viennent sur le terrain. Donc c'est pareil pour les restos, c'est pareil pour les hôtels, c'est pareil pour les médecins. Habitués, donc et surtout, ils détestent quand quelqu'un les appelle. Donc il faut vraiment adapter finalement, même si on m'a toujours dit, fais pas des commerciaux terrain, la voiture, le machin, c'est un enfer. En vrai, des investisseurs qui m'ont dit ça, des gens autour de moi, c'est faux parce qu'en fait, justement, nous on est arrivé à un point, on l'a vachement industrialisé. Et finalement, un poste de travail, c'est quasiment le coût d'une voiture. Donc en vrai, déjà, cet argument, il ne tient pas. Ça coûte aussi cher une voiture qu'un poste de travail dans un coworking. Et derrière, si c'est bien organisé et que c'est industrialisé, ton coût d'acquisition sur le terrain, il est plus faible aujourd'hui, nous, qu'un commercial donc dans des bureaux avec du marketing type Google, AdWords et tout ça, Facebook. Notre coût d'acquisition, il est assez proche sur le terrain, alors qu'on m'a toujours dit c'est un enfer, la voiture, l'essence. Je ne sais pas pourquoi les gens, ça les fait bader. En vrai, on a fait 200-250% de croissance pendant longtemps grâce aux commerciaux.
Parce que nous, il n'y avait pas de besoin. Il n'y a personne qui tapait réservation en ligne coiffeur. Je parle des pros. Hein. Personne ne voulait un logiciel au début. On a créé le marché. Et pour créer le marché, on est allé les voir. Ça, c'est la grosse différence avec une ancienne boîte. Mon ancienne boîte, on faisait que de la conversion de leads. Et sur cette boîte-là, on est allé créer le marché. Et donc, tu y vas, tu expliques, tu crées du lien et tu crées le marché. Ouais. Bon, c'est un super enseignement parce qu'en fait, on peut se dire, on peut lire, il y a plein de livres sur comment réussir, etc. Ce que tu es en train de nous dire, c'est ne faut pas forcément écouter ce qu'on te dit, notamment sur les forces de vente. Il faut vraiment tester. Enfin, si finalement tout le monde faisait ce qui est écrit dans les bouquins et ce qui est évident, tout le monde y arriverait. Sauf que c'est compliqué. Et nous, finalement, sur la plupart des bonnes décisions qu'on a prises, c'est complètement contre-intuitif. C'est vraiment pas du tout ce qu'on nous avait dit. Il ne faut vraiment pas avoir trop de croyances. Enfin, moi, je pense que tu sais où tu vas aller. Nous, on va être leader en Europe de la réservation en ligne, dans la beauté. Ok, bon, mais ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé. Mais donc, en fait, il faut y aller. Tu testes un truc. Ça marche pas, boum, tu passes à autre chose. Mais il ne faut surtout pas s'entêter. Le marché, il a toujours raison. Enfin, et si le marché, il ne comprend pas, ce n'est pas le problème. Le marché, c'est vous le problème. Non, mais il y a plein de gens qui s'entêtent et il ne faut pas s'entêter. Il faut faire ce qui fonctionne. Il faut tester. Et nous, un des meilleurs trucs qu'on ait fait, je crois que j'enchaîne un peu, mais, non, mais c'est un hasard. Il y a un gars, non, au début, on a dit on va faire comme Doctolib. C'est évident, on se dit Doctolib, ça a marché. Machin. Bon, donc chez Doctolib, le commercial terrain, il fait tout. Il fait la prospection, il fait la démonstration du produit et il fait la formation du produit. Bon, donc on s'est dit on va faire comme eux. On s'est rendu compte pour tout un tas de raisons que bon, ça marchait, mais ça marchait pas assez. Et un jour, il y a un des gars qu'on adorait, qui est toujours là d'ailleurs, Jonathan. Lui, il était nul en formation. C'était une catastrophe. Mais en revanche, il savait super bien prendre des rendez-vous. Donc on lui a dit on t'aime bien, on veut pas que tu partes. On va créer un poste que pour toi, de business developer. Tu vas prendre des rendez-vous et on va mettre un autre mec qui va faire les démonstrations et les formations. Et bien on s'est rendu compte, comme ça par hasard, parce qu'on aimait bien ce mec-là, que ça marchait beaucoup mieux pour plein de raisons. Ils étaient en équipe, ils étaient moins seuls. Les rendez-vous en fait en fin de mois, ils avaient beaucoup de leads pour le mois suivant. Enfin, la mécanique marchait beaucoup mieux. Et en fait, on n'avait pas du tout imaginé cette méthode d'organisation. Et aujourd'hui, sur les 250 commerciaux qu'on a, tout le monde a cette organisation. On a des binômes, des trinômes, avec des gens qui prennent des rendez-vous, des gens qui font des formations. Ouais. Et quel est ton ratio en termes de binôme? Enfin, tu dis binôme, est-ce que c'est un billard pour un commercial terrain ou comment tu as structuré ça? Ouais, en fait, quand on lance un pays, une région, c'est 2 business développeurs qui prennent des rendez-vous pour un responsable. L'avantage aussi de ça, c'est que si le mec ne sait pas prendre des rendez-vous, ce n'est pas la peine de lui expliquer le produit. Enfin, il ne fera pas le job. C'est pour ça que c'est pas mal de séparer, dans le process de vente, de séparer les étapes pour prendre quelqu'un qui fait la première étape et après de le faire monter en compétence vers la deuxième étape, éventuellement vers la troisième étape. Et ça a créé aussi pour les business développeurs une possibilité d'évoluer. Et donc ça a vraiment plein d'aspects positifs. Mais maintenant que je le raconte, ça paraît évident, mais le jour, je vous assure, où on voit Doctolib qui fait un truc, tout le monde fait comme ça, jamais tu te dis je vais changer un truc qui fonctionne. Et en plus, donc, nous, c'est très adapté à notre métier, à notre marché. Il y a aussi des périodes, il y a des trucs qui marchaient il y a 5 ans qui ne marchent plus aujourd'hui. Donc il ne faut vraiment pas trop s'enfermer sur des modèles et il ne faut pas trop copier. Il faut vraiment tester et voir si ça marche. Et pour reprendre tes débuts sur Planity, en termes d'outils, peut-être sur la partie CRM ou autre, est-ce que tu as des conseils à donner auprès de l'audience pour bien démarrer en fait? Il vaut mieux commencer à vendre que commencer à faire les outils. C'est-à-dire que nous, les 100 premières factures, c'est moi qui les ai faites sur Excel et c'est pas grave. En fait, le plus important, il y en a pas mal qui vont tout préparer en amont et qui après vont se mettre à vendre. Il vaut mieux vends, même si ton produit n'est pas fini. Et si tu commences à facturer, facture, mais tu peux très bien mettre des clients en ligne et pas les facturer tout de suite. C'est pas grave. Donc, mais après, une fois que ça commence à marcher, nous, ce qu'on a fait, et c'est moi qui m'en suis occupé, j'ai paramétré moi-même le CRM et tout ça. Et aujourd'hui, toutes les bases qu'on a mises à l'époque, elles fonctionnent aujourd'hui. Donc, quand tu commences à le faire, il faut le faire très bien pour que ça scale, parce que le jour où tu commences à avoir vraiment plein de clients, tu n'as pas envie de migrer un CRM. Voilà, donc mais au tout début, ça ne sert à rien. Mais très vite, il faut le faire vraiment bien, parce que le jour où tu te retrouves avec 2000 clients par mois, ton truc, il va exploser, quoi. Ouais. Et
Et ça, comment tu le fais? Tu le fais un peu en mode débrouille au début ou tu t'équipes déjà d'outils? Moi j'ai pris un truc, non, j'ai pris un truc que personne connaît qui s'appelle Zoho, c'est une boîte indienne, mais tout est connecté, donc c'est moi qui l'ai fait. C'est Zoho, t'as Zoho CRM, Zoho Invoice, Zoho Subscription, Zoho machin, enfin ils ont Zoho tout en fait. Et c'est un peu pourri, mais c'est pas grave en fait, ça fait 80% d'un truc bien. C'est un peu moins bien que Salesforce, c'est un peu moins bien que je sais pas quoi qui fait de la facturation, mais en vrai ça fait le job, c'est connecté. Et aujourd'hui on fait, je sais pas moi, 25 000, 30 000 factures par mois avec ce truc, et ça marche quoi, ça marche très bien. Ouais. Et c'est moi qui l'ai fait, je suis pas un développeur. Ouais. Donc il faut privilégier le truc bien intégré qui fait tout, que de prendre le meilleur de chaque tool. Enfin nous en tout cas là-dessus ça a marché. Ouais. Et ce qui t'a fait gagner beaucoup de temps, j'imagine, et surtout quand tu grandis aussi vite, tu es toujours en manque de temps, donc ça doit te faciliter la vie. Ok, et est-ce que tu peux nous parler de la vision du début? Tu me dis, je veux être leader européen de la prise de rendez-vous dans ton écosystème. Est-ce que c'était ça déjà à la base? Et quels étaient les objectifs à atteindre au début pour transformer l'essai? Alors, depuis le début, on veut créer ça, un leader de la réservation. Après, franchement, au début, l'objectif, c'était juste de ne pas mourir, tout simplement. Et donc, déjà, on a commencé, on est arrivé au mauvais moment. C'est-à-dire que c'était le moment où les gens voulaient changer de logiciel de caisse. Je sais pas, vous n'avez peut-être pas suivi ça, je sais pas, et j'espère pas d'ailleurs pour vous. Mais en 2018, il y avait un truc qui s'appelait la norme, la IFRS. Je sais pas quoi, NL 525, bon, c'est une horreur. Et en gros, c'est si tu as un logiciel de caisse, il faut qu'il ait cette norme. Et donc nous, on est arrivé, hello, on a un logiciel de rendez-vous, c'est super. Et les gars nous disent, non, moi cette année, c'est la caisse. Et donc ça, on a fait ça une fois, deux fois, trois fois, et on était en panique, on vendait rien, franchement, on vendait zéro. Et on a développé un logiciel de caisse en 4 mois, et on l'aurait pas fait, on serait plus là. Et donc ça, je pense que si j'ai un regret, c'est qu'on aurait peut-être dû aller voir les clients un peu plus tôt, leur dire on va faire ça, et ils nous auraient sûrement dit, ah mais moi en ce moment j'ai peur, il faut que je change de caisse, et voilà. Donc c'est discuter avec les clients pour adapter ta stratégie. Même si tu n'as pas de produit, il ne faut pas hésiter à aller voir des clients, leur dire on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses? On aurait vu rapidement que la caisse c'était un sujet, et on aurait développé une caisse plus tôt. Ouais. Parce que on a failli pas survivre à cause de ça. Ça nous a vraiment fait perdre 6 mois. Et comment tu as fait? C'est toi-même qui es allé voir les clients, les commerciaux qui te remontaient les infos? Comment tu as mis ça en place? Alors, nous, on a dès le début, moi j'ai 2 associés, il y en a un qui fait la technique, un le commercial. Donc chacun a vraiment fait sa partie. Donc moi, je n'allais pas voir directement les clients. Lui, il connaissait bien les clients. Il avait bossé 12 ans chez Schwarzkopf, professionnel. Il connaît bien. Et donc, non, c'est lui qui allait voir les clients. Mais moi, j'étais au courant de tout. Tous les soirs, il revenait, il m'expliquait. Voilà. Ok, donc remontée d'informations rapides et de savoir ce qui se passe. Ah ouais. Et quels ont été les indicateurs qui t'ont dit, tiens, là, ça y est, Planity, on est sur le succès, on sait que ça crante. Alors, vous avez mis la caisse, mais quels ont été les indicateurs? Non, mais que les gens ne résiliaient pas. C'est un bon indicateur. Oui, c'est vrai qu'ils n'arrêtaient pas, quoi. Donc, en fait, ils acceptaient de payer aussi. On faisait beaucoup d'essais gratuits. Et on les appelait, on disait est-ce que vous voulez payer? Ils étaient OK pour payer. Pour moi, à partir du moment où les gens ils payent, ils résilient pas, c'est bon. C'est qu'ils y trouvent leur compte. Ok. Combien de temps ça a pris pour que tu... Ça a pris 6 mois. 6 mois? 6, ouais, non, plus 7-8 mois. 7-8 mois. Entre le tout, vraiment le lancement, septembre 2016, et le lancement de la caisse en avril-mai 2017. Et là, on a vu qu'on arrivait à facturer tout ça. D'accord. Ouais, donc du coup, tu vois déjà une traction rapide dessus et quelles ont été un peu la deuxième étape? Quelle a été la deuxième étape où tu te dis bon ok, ça y est, ils payent, et là où tu as des moments d'accélération? Une fois, à partir du moment où on voit que ça commence à marcher, on a relevé des fonds et on a commencé à recruter des commerciaux, et là on s'est focalisé sur l'industrialisation de la commercialisation. Et donc, on a fait une académie de formation pour les commerciaux. On a recruté beaucoup de commerciaux. Ça a eu un impact fort, la formation? Ouais, on ne les formait pas assez. On pensait qu'on les formait 2 jours et on s'est dit il faut vite qu'ils aillent vendre. En fait, non. Maintenant, ils font 15 jours de formation. Tout est écrit, ils sont formés, il y a des coachs de vente, machin. C'est un gros travail. Ensuite, on a développé un outil. C'est un investisseur qui nous a dit vous devriez avoir un outil de reporting mieux fait. On n'avait rien trouvé de bien fait. Donc, on a développé nous-mêmes une sorte de Google Maps lié à un CRM, où en fait ils se baladent dans la rue, ils voient les prospects, ils peuvent cliquer dessus, en gros dès qu'ils voyaient quelqu'un, dès qu'il y a une interaction avec un pro, on sait ce qui s'est passé.
Donc le mec il n'est pas intéressé, le mec il veut une démo, le mec il est déjà équipé. Et donc très rapidement on a eu toute l'information du marché et on a eu des stats hyper précises. Et on savait aussi à quelle heure les gens commençaient, pour nos commerciaux, à quelle heure ils commençaient de bosser, à quelle heure ils terminaient. On les a un peu plus suivis. Parce qu'au début, c'était un peu, voilà, on les laissait un peu dans la nature et il y en a qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient rien. Et donc après, on a eu des chiffres et on a été capable très rapidement de dire ok, toi, tu es sur la bonne voie, tu vas pouvoir passer responsable. Et ce qui est important, c'est la transparence. C'est-à-dire que tout le monde voit ce que fait tout le monde. Et donc si tu as commencé en mai avec 15 commerciaux, tu peux un peu te comparer. Et je pense que cette transparence, c'est hyper positif. Ça met un peu la pression aussi forcément, mais c'est hyper positif. Et on fait toujours évoluer les gens en fonction des performances. Il n'y a pas de politique, c'est vraiment très transparent, c'est le meilleur vendeur qui devient responsable et on a toujours fait comme ça. Ouais. Et donc là, tu mets en place de la formation pour les rendre meilleurs sur le terrain, du reporting, et comment tu as fait grandir un peu tes équipes, parce que tu devais avoir une dizaine, quinzaine dessus jusqu'à aujourd'hui 250, c'est un peu différent, enfin c'est une autre taille de structure en termes d'équipe commerciale. Quelles ont été un peu les grandes étapes là-dessus et l'adaptation liée à la stratégie? Ça s'est fait un peu naturellement. En fait, il y a eu un moment où ça a vraiment changé, c'est quand on a mis en place cette application de suivi de ce que faisaient les commerciaux. Ça paraît tout con, mais on ne voyait pas vraiment ce qu'ils faisaient avant. Là, il y a vraiment eu un avant et un après. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on fait vraiment évoluer les gens de façon transparente. Donc, tu es dans telle région, tu as un périmètre, en fait, donc tu as des prospects, et donc tu es business développeur, et si tu es bon, tu vas passer responsable des ventes, et si tu es le meilleur, tu passes passer directeur régional, et si tu es le meilleur directeur régional, tu passes head of field sales, et ainsi de suite. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on a créé les postes à partir du moment où les gens géraient 10, 12, 15 personnes de responsables. Et c'est assez simple. Donc là, aujourd'hui, un manager, il gère une dizaine de personnes. Ouais. C'est à peu près comme ça, ouais. Donc du coup, il est un peu occupé. Il y a du monde. Et il les coach, il les forme. Mais en fait, comme il a fait le métier, il connaît tout, en fait. Est-ce que tu as eu des grosses adaptations de stratégie parce qu'on a eu le Covid aussi dessus, donc aller taper aux portes, ça devait être un peu plus compliqué. Comment tu as vécu ça? Comment tu as adapté un peu les stratégies autour de ça? En vrai, nous, le Covid, ça a été un accélérateur. Tout connement parce que les gens qui étaient clients chez nous, ils ont redémarré les déconfinements, l'agenda rempli de réservations en ligne. Là où les gens qui étaient fermés, ils se sont tapés une semaine d'appels. Voilà. Donc pour nous, il y a eu au premier déconfinement, ça s'est su en fait qu'il y en a qui ont eu des centaines d'appels et d'autres qui étaient remplis. Ils ont dit ok, mais c'est une évidence en fait, il faut aller sur Planity pour la réservation en ligne. Donc nous, ça nous a vachement aidé le Covid en vrai. Ouais, et puis peut-être que Doctolib aussi, avec la prise de rendez-vous sur la vaccination, a été aussi une acculturation à ça sur le marché. Pour faire un vecteur. Donc du coup, et tes commerciaux, comment ils fonctionnaient pendant cette période-là? Non, tout était fermé. Tout était fermé. J'ai eu la pire levée de fonds de ma vie. C'était, j'ai mon investisseur qui a investi chez moi d'ailleurs en ce moment-là. Mais j'ai levé des fonds sans clients. On avait offert l'abonnement pendant le confinement et avec tous mes salariés en chômage partiel, à distance. Donc quel a été donc c'est des gros paris. Non, c'était l'enfer, c'était dur. Du coup, ça a redémarré fort. Et quel a été l'impact? Tu as eu un avant, un après la plupart des concurrents, ils ont tout coupé. Et nous, on a recruté comme des malades. Enfin, franchement, à un moment, je ne sais pas si... mais il nous restait 15 jours de cash. 15 jours de cash, okay. Et j'avais pas de quoi payer les mecs à la fin du mois. Ah ouais. Non, vraiment. Et j'avais genre 130 personnes. Hein. Donc c'était un peu chaud, tu vois. Mais les investisseurs, ils ont rajouté, ils ont remis un bridge à l'époque. Mais c'est ce niveau de stress que tu as, tu vois. Donc bon, voilà. Mais on a bien fait finalement de continuer à accélérer parce que là où tous les autres ont arrêté de recruter et de commercialiser, nous on est arrivé avec, 70 commerciaux. Et on a explosé à ce moment-là. Et c'est là où on a vraiment pris le marché français. Parce qu'on n'a pas eu peur en fait. On s'est dit, on y va, de toute façon. Les autres étaient en déclin peut-être, et toi autant foncer dans le mur, quitte à se le prendre. Mais donc, au moins, si jamais ça passera bien, tu vois. Mais...
Bon, bah, Non, mais en vrai, quand tu lèves des fonds, faut pas se mentir. J'ai un investisseur qui m'a dit ça. Il m'a dit Antoine, t'as pas compris, tu fais pas un marathon là, toi tu fais un 100 mètres. Donc tu fonces quoi, tu fonces, et puis on verra, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu moins le cas maintenant, mais à l'époque, il y a 2 ans là, c'était la croissance à tout prix. Maintenant, c'est plutôt une croissance raisonnable et tout. Mais à l'époque, il fallait faire de la croissance, quoi. Il fallait grossir. Donc on l'a fait. On l'a pas fait de façon débile. Hein. On mesurait quand même les coûts et tout ça. Mais c'est vrai que bon, soit tu fais une boîte qui lève pas de fonds et qui va faire 15-20% de croissance. Ça, c'était mon ancienne boîte. C'est très bien, mais c'est un peu boring, quoi. C'est un peu chiant. Soit tu fais une boîte où là, bon, bah, tu vas à fond, tu lèves des fonds et bon, bah, c'est un peu plus risqué, quoi. Bah, oui, c'est challenging. Il y a de la prise de risque et ça paye. Bah, du coup, c'est top. Et du coup, là, on va passer un peu à la suite, qui est la culture d'entreprise. On sait que chez toi, c'est légion, hein, et qui plus est sur la partie commerciale, où quand tes effectifs pèsent 60%, tes effectifs, la partie les commerciaux, commerciale, ouais. Du coup, la culture d'entreprise est forte. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu de ce qu'est la culture d'entreprise chez Plenty? Ouais, alors déjà, c'est une culture très commerciale parce que effectivement 65% de l'effectif sont des commerciaux. Et donc l'avantage, c'est que finalement ils sont tous à distance. Même les commerciaux par téléphone, ils sont à distance. Et donc finalement on peut se dire ils sont déconnectés. En fait, pas du tout. Ils sont hyper attachés à la boîte parce que déjà ils vendent un truc qui fonctionne. Ça paraît con, mais ils vendent ça. Leurs clients sont contents. Ils vendent un truc qui marche. Donc déjà c'est hyper satisfaisant. La marque, elle est de plus en plus connue, donc ils sont contents de travailler pour une marque qui est grand public. Ça, c'est l'avantage des marques grand public par rapport au B2B. Il y a quand même c'est valorisant. Et ensuite, nous, comme on le disait tout à l'heure, ils sont hyper libres. Enfin, on leur demande de commencer à 1h le matin, et après, on leur demande juste de faire leurs chiffres. Mais après, ils s'organisent vraiment comme ils veulent. Donc, ils ont un sentiment de liberté et d'indépendance. Ils sont hyper redevables à la fin. Moi, je crois beaucoup au télétravail. On l'a mesuré, franchement, ouais. Et ça marche beaucoup mieux. Le full télétravail, sur des postes où tu peux mesurer. Si tu ne peux pas mesurer, si tu fais de la création, c'est plus compliqué. Mais donc eux, ils sont à distance. Et donc après, comment tu crées une culture d'entreprise? Ça passe par pas mal de séminaires, d'événements qu'on fait. Et on fait des séminaires de tarés. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois, on a fait 3 jours à Ibiza. L'année d'avant, c'était 3 jours aux Arcs. Ah ouais. L'argent qu'on ne met pas dans les bureaux, on le met dans des séminaires. C'est vraiment c'est mémorable. Ils s'en souviennent super bien et on fait la fête et tout le monde adore et c'est super. Quel impact tu as vu là, tu pars à Ibiza, tu emmènes toute l'équipe, des énormes équipes hein, ouais. Au final. Juste après et même peut-être encore aujourd'hui, quel impact tu as ressenti de faire ça pour tes équipes? Ils sont hyper reconnaissants. Ils ont un sentiment d'appartenance et ils se mélangent, ils rigolent, machin. C'est beaucoup plus important, je pense, de faire des événements. Enfin, comme ils se voient jamais, quand ils se voient, il faut que ce soit marrant. Donc, on leur fait pas des trucs chiants, on leur fait pas des formations trop compliquées. Ils font des formations entre eux tous les 2 mois, dans un hôtel, généralement un peu partout en France. Mais quand on est tous ensemble, vraiment, on fait juste une présentation d'1 heure. Et le reste du temps, on a des activités où les gens, on les mélange. Il y a des team working et tout ça, enfin, des team building. Et ça suffit en vrai. Hein. Et voilà. Ça te permet de créer... Et ce qu'ils aiment bien aussi, c'est que ce soit une vraie méritocratie. C'est-à-dire que ils savent qu'il n'y a pas de politique. C'est-à-dire que tu n'évolues que si tu performes. Ouais. Et tout le monde connaît les performances de tout le monde. Et donc en fait, il n'y a pas de gens mécontents, il n'y a pas de gens qui râlent. En fait, c'est assez juste. Si tu fais 40 ventes et que l'autre en fait 10, c'est normal que le mec évolue et pas toi. Tu vois. Ouais. Et c'est comme tout le monde le sait, que c'est transparent, ça pose pas, il n'y a pas de problème avec ça. Et parce que là, tu parlais ils sont tous en télétravail, tous à distance, etc. Juste les commerciaux. Hein, ouais. Juste les commerciaux, oui, bien entendu. En gros, qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'ils communiquent, pour garder cette culture et qu'ils se connaissent en fait? Ouais. Alors c'est tout con, alors, il y a une sorte de WhatsApp déjà, c'est ultra utilisé. Et on a beaucoup de documentation sur un truc qui s'appelle Notion. C'est un outil de documentation qui est vraiment bien fait. Et on a beaucoup documenté, surtout en prévision de l'internationalisation. D'accord. Au début, c'était une fois que tu commences à avoir un truc qui tourne et qui est industrialisable, on a pris quelqu'un dédié pour écrire tout. Tout est écrit aujourd'hui. Ouais. Et donc dès qu'on a des nouveaux, ils ont tout par écrit, ils peuvent tout lire, ils peuvent tout. Et tout. On est très transparent, on donne tout. Ouais. Il y a vraiment quasiment tous les chiffres en ligne pour les salariés, évidemment.
Ouais. Et ça, tout le monde y va régulièrement pour, pour vraiment utiliser l'information. Ouais. Mais il y a tout, il y a vraiment tout. Hein. Et tu parlais de, pour rebondir sur la culture, là, le WhatsApp, ça fait vraiment partie de leur quotidien sur Tous les matins, animé. tous les commerciaux ils se disent bonjour, ils ont des groupes par région, enfin, c'est vachement Ah ouais utilisé. Ouais. Donc du coup, ils font, ça fait partie aussi de leur clan ou de Ils leur sont fiers, équipe. quand tu fais une vente, ils sont fiers, ils se prennent en photo avec le client, ils le mettent sur le WhatsApp. Ouais. C'est Et ça, partie du c'est truc. vous qui l'avez initié ou comment c'est Ouais, venu ouais. Les nouveaux, ils font des vidéos quand ils arrivent. Tout le monde leur dit bonjour, machin. Enfin, ils sont. Ouais. Moi, j'ai pas accès à tous les WhatsApp, hein, je vois pas tout, mais il y en a un où ils mettent toutes les ventes, ils sont fiers. Mais ça venait des équipes, enfin des commerciaux qui ont créé ça et que vous avez répliqué ou c'est vous qui l'avez mis en place Au début, non, mais ils en ont fait après eux-mêmes et tout ça, mais. Ouais. Et donc du coup, tu disais, tu l'as évoqué tout à l'heure, le sentiment de responsabilité dessus, donc sur la culture commerciale et de l'indépendance. En gros, est-ce que tu peux nous parler de ça, un petit peu comment ils le vivent, le côté indépendant, peut-être un peu éloigné du siège? Ils sont habitués. Hein. On prend que des commerciaux qui ont déjà fait du terrain avant, qui ont fait de la prospection. Ouais. Et donc ils savent déjà opérer. C'est leur métier, c'est leur vie, ils adorent ça. Franchement, c'est un job, c'est un super job. Hein. Tu as une voiture, tu t'organises comme tu veux, tu es tout le temps dehors, tu n'es pas devant un écran, tu parles avec des clients, ce que tu vends, ça leur rend service. La vente, c'est un super métier en vrai. Ils gagnent bien leur vie. Franchement, ceux qui vendent bien, ils gagnent super bien leur vie. Franchement, ils sont contents. Hein. On a peu de gens qui démissionnent en vrai. Ouais. Mais, ce qui me fait une transition sur la marque employeur aujourd'hui chez Planity. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer ces talents? Parce que je suis plutôt bien placé pour le savoir. Le recrutement de commerciaux, ça peut être le Far West. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de marque employeur sur ce point? On essaye de... On a pas mal d'événements, on fait des gros salons, on fait des séminaires, on fait des trucs comme ça. Et donc à chaque fois, le marketing, ils font maintenant, à l'époque on ne le faisait pas, mais maintenant ils font des vidéos, c'est assez bien fait, c'est assez bien marketé. On a pas mal de contenu sur Welcome to the Jungle, on a une plateforme aussi avec plein de photos, plein de contenus. On a pas mal de gens qui sont recommandés, il y a pas mal de parrainage de gens qui recommandent des gens en interne. Et ça, tu as initié ça, la cooptation? Ils touchent un peu d'argent, oui, évidemment. Les commerciaux, oui, vous avez ils touchent un peu d'argent quelque part. C'est jamais gratuit. Ils sont pas fous. Non, il y a un système de cooptation. Ouais. Et ça représente, tu sais à peu près combien ça représente un petit peu la cooptation sur tes recrutements? Je pense que c'est un bon tiers. Un tiers. Ouais. Et souvent des gens qui performent très bien. Ouais. Et ensuite, après, sinon, on a des en fait, aussi notre chasseur, la personne qui recrute les commerciaux, il a vraiment un profil commercial. C'est pas vraiment un RH. Il y a des gens au-dessus de lui qui font de la ressources humaines et tout ça, mais lui, c'est plus un commercial. Et donc, il va chasser les nouveaux commerciaux. Il est comme eux, il parle comme eux. Est-ce qu'il vient du terrain? Ouais, c'est un mec qui était commercial avant, pas chez nous. D'accord. Et c'est un commercial qui parle bien aux commerciaux. Donc je pense que parfois c'est pas mal de prendre des recruteurs qui ont les mêmes codes que les gens que tu veux recruter. Donc lui il nous a recruté tout le monde en fait. D'accord. Ouais. Et ok. Et donc tout ça aujourd'hui, en fait, c'est combien de recrutements par an? Ça doit être énorme. Ouais, je sais plus, l'année dernière c'est 200 je crois. 200 recrutements. Là on a fait une session, on était 22 lundi, mardi. D'accord. De nouveau. Donc on rentre 22 en France. Et je crois qu'il y avait 12 personnes en Allemagne et en Belgique. Ouais. Donc non, on rentre beaucoup de monde. Ouais, tout le beaucoup temps. de monde. Ok, Ouais. Donc là, il y a une vraie machine qui s'organise autour de ça. Ils ont une semaine de formation dans les bureaux. C'est une sorte d'académie un peu. Ouais. Enfin, c'est très processé. Ils ont leur petit sac, leur machin, leur truc. Enfin, c'est plein de petits détails. Quoi. Et combien de temps c'est la formation aujourd'hui? 2 semaines. 2 semaines. Une semaine au siège, une semaine sur le terrain, d'accompagnement. Et ensuite, ils sont quand même un peu suivis régulièrement par les directeurs régionaux. Si jamais ils ont des difficultés ou s'ils ont besoin. D'accord. Génial. Et en fait, on passe un petit peu à la fin de l'échange, mais qui est sur les perspectives de Planity. Comme tu nous en parlais, aujourd'hui, vous êtes déjà 400 personnes, ce qui est énorme, et déjà en Allemagne. C'est quoi les perspectives que tu as? Alors
alors que là, on est plus que sur le 0 to 1, on est sur encore la Ouais. En vrai, l'ouverture d'un nouveau pays, c'est un peu comme redémarrer à zéro. Enfin, sur ce qu'on fait, nous, il n'y a pas beaucoup d'effets de réseau. Le produit, il est là, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on arrive avec un produit qui fonctionne, mais il faut adapter. Généralement, on a pas mal adapté, notamment il y a des certifications allemandes et tout ça. Et après, franchement, les commerciaux en Allemagne, aujourd'hui, c'est nous, il y a 5-6 ans. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes peurs. Enfin, et donc, finalement, on repart un peu à zéro avec toute l'expérience qu'on a. Et moi, le gros de mon travail aujourd'hui, c'est qu'ils ne refassent pas exactement les mêmes erreurs que nous. Et au début, je m'étais trompé, je pense. J'avais mis une sorte de directeur allemand. On lui avait tout expliqué, la boîte, comment ça fonctionnait. On a créé donc une boîte en Allemagne. Et il arrivait, il dit il faut faire comme ça. Et les locaux, les Allemands, ils disaient ben non, l'Allemagne c'est différent, on va faire comme ça. Et on s'est rendu compte qu'ils faisaient exactement les mêmes erreurs. Sauf que le responsable au-dessus, il n'était pas capable d'expliquer pourquoi on avait décidé de le faire de telle façon. Et donc on a décidé maintenant que tous les responsables français gèrent les responsables allemands. Comme ça, quand il dit faites de cette façon-là, et que le gars dit pourquoi, moi je pense qu'il faut faire comme ça, il va dire nous on avait fait comme ça et ça ne s'est pas passé pour telle et telle raison. Et donc d'être capable d'expliquer tout l'historique. Et rien de mieux que la personne qui a vécu ça il y a 6 ans, c'est beaucoup plus crédible que quelqu'un au-dessus qui va mettre des directives françaises. Quoi. Ouais. Donc depuis qu'on fait ça, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est le premier gros pays qu'on a ouvert et depuis qu'on a fait ça, ça fonctionne très bien. Puis en termes de cohésion, je pense qu'il doit y avoir un réel impact parce qu'au final, des Français qui discutent avec les Allemands, c'est pas deux sociétés différentes. Au final, ça crée une société. Est-ce que tu as vu un impact là-dessus ? Écoute, non, ça se passe super bien. Il y a pas de, non, ça se passe bien. Ce qu'on voit, c'est que les coiffeurs allemands sont très très proches des coiffeurs français, plus qu'un Allemand et un Français. Donc il y a vraiment une culture métier. Ouais, vraiment les mêmes. Ils sont sensibles aux mêmes choses. Il n'y a pas tant de différences culturelles que ça. D'accord. À part un truc technique de normes de caisse hyper compliqué. Le client est le même. Il est sensible au même code marketing. Enfin, on n'a pas eu beaucoup d'adaptation. Non, il n'y a pas eu tant de spécificité locale. D'accord. Et donc là, après, alors là, tu as l'Allemagne, vous êtes 70, c'est ça en Allemagne ? En Allemagne, il y a 70 personnes, il y a une vingtaine en Belgique. D'accord. Et donc on va continuer à développer l'Allemagne. Je pense qu'on peut monter à 300, 400 en Allemagne aussi. D'accord. Et après, il y a toute l'Europe, il y a tout à faire, Espagne, Italie, Benelux, il y a plein de pays ouverts. Comment tu envisages là, ces ouvertures de marché ? Tu envoies des éclaireurs venus de France à chaque fois ou comment tu vois le truc ? On va utiliser les quelques erreurs qu'on a faites au début de l'Allemagne. Donc on va réorganiser un peu, on va faire cette histoire de responsable qui dirige directement le responsable local. Et on va ouvrir d'autres pays au fur et à mesure. On veut continuer à bien développer l'Allemagne pour bien montrer qu'on est capable d'ouvrir des nouveaux pays, pour relever des fonds et pour financer le développement international. Parce que c'est assez coûteux d'ouvrir un pays dans ce qu'on fait, parce qu'on part de zéro. Autant la France maintenant ça tourne et tout, et les chiffres ils sont très très bons. Autant l'Allemagne, on est obligé d'ouvrir un pays, donc au début ils signent peu, il faut les recruter, voilà, c'est beaucoup de boulot. Et en termes de stratégie de croissance, quels sont les axes stratégiques là-dessus ? Il y a l'internationalisation, il y a l'upsell aussi, donc c'est augmenter le panier moyen, c'est la meilleure façon d'améliorer tes résultats tout simplement, c'est de vendre plus de trucs, un peu plus cher. Donc là on fait du paiement, on va faire un peu de paye, on va faire pas mal de trucs en fait. Donc tu inclus une solution de paiement dans ta plateforme ? Oui, maintenant ils peuvent encaisser avec la carte bleue en physique, avec le TPE physique. Génial. On a un logiciel de caisse aussi. Donc en fait, maintenant on essaye d'augmenter le panier moyen de nos clients et ça marche bien. Parce qu'avec le paiement, au final, c'est un nouveau business model derrière, plus à la transaction. Et alors, c'est autre truc marrant, c'est qu'en fait, pourquoi ça marche bien ? C'est parce qu'en fait, on a un TPE, donc c'est un truc de lecteur de carte bleue, qui propose à chaque fois de laisser un pourboire. Et donc en fait ça se fait beaucoup aux US mais pas trop en Europe et donc ça marche bien parce que les gens ils sont obligés de laisser un pourboire. Tu viens de passer une demi-heure avec ton coiffeur, tu te vois pas lui mettre 0 donc en fait ils ont non mais donc déjà ils ont 10 fois plus de pourboire. Donc comme ça ils sont hyper contents. Et donc là tu deviens irremplaçable chez tes clients. Non mais ça marche hyper bien grâce à ça. Comment tu as eu l'idée, c'est une idée qui est arrivée à un moment? Non, ça en fait c'est que nous, on fait du vertical SaaS, donc c'est du logiciel par abonnement sur une verticale. Et dans la restauration, c'est très courant. Il y a plein de logiciels un peu partout dans le monde qui font du paiement. Il y a Square, il y a Toast. Enfin voilà. Donc faut pas hésiter à regarder tes concurrents sur d'autres verticales.
et d'adapter à ton marché. Mais tu vois, le paiement, c'est évident, il y a la paye, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Ouais. Et donc du coup, et upsell, donc sur le lancement de nouveaux produits comme le paiement, il y a d'autres axes que tu anticipes On peut faire des crédits, on peut faire ouais. de l'assurance, du recrutement. J'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Ouais. D'accord. Et là, jusqu'où tu penses emmener la société? Parce que vous êtes déjà 400 là. Nous, on veut, le truc n'a pas changé, on veut être leader en Europe. Leader en Europe. Ouais. Et donc, il faut à minima être leader en France et en Allemagne. Ouais. Et après, on va ouvrir d'autres pays. Mais c'est pour ça qu'on a ouvert l'Allemagne, parce que tu n'es pas leader en Europe si tu n'es pas leader en France et en Allemagne. Ouais. Et tu as des gros concurrents ou c'est plutôt des petits players sur le marché? Comment... Alors, on a beaucoup de concurrents, logiciels de caisse. Donc, c'est le truc qui sort le ticket de caisse, qui permet d'encaisser, qui ont fait de la réservation en marque blanche sur des mini-sites pendant longtemps. Donc ça, eux, ça va, parce qu'en fait, on leur dit, soit ils sont visibles vous avez la possibilité d'avoir un module en marque blanche et en plus d'être visible sur Planety, donc en fait, c'est que du bonus d'être visible chez nous. Donc on arrive facilement à les faire churner, résilier. Et on a eu quelques personnes qui ont essayé de tenter, donc en France, on est trop gros maintenant. Ils essayent de vendre 4 fois moins cher que nous, ils n'y arrivent pas parce qu'on ramène vraiment trop de trafic à nos clients, on ramène beaucoup de business à nos clients. En Allemagne, il n'y a pas trop de concurrents. Et après, il y a quelques concurrents, mais c'est finalement, ça va. En Europe, ça va. Aujourd'hui, il n'y a que 6% des établissements de beauté qui sont équipés en Europe, qui sont sur une plateforme de réservation. Il y en a 16% en France, grâce à nous. Mais tu vois, il y en a 3% en Allemagne, 3% en Italie, 4% en Espagne. Donc, il y a vraiment, beaucoup à faire encore. Ouais. Génial. Bah, en tout cas, merci. Et on passe à la dernière question, qui est le conseil à l'audience. Ouais. Est-ce que tu peux donner un conseil sur une chose que tu ne referais pas sur ton activité de patron, de dirigeant de start-up, scale-up? En fait, il y a une expression que tout le monde connaît, elle s'appelle « fake it until you make it ». Donc, et moi, j'avais pas bien compris le truc. En fait, je pense que avec du recul, on a lancé notre site au début et on n'avait pas pris un UX designer, enfin un mec qui fait l'interface, qui la rend jolie. Et en vrai, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire un truc beau et qui fait professionnel. Donc en fait, moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est si vous faites un email, en fait, il faut que tout ce qui sorte de votre boîte soit hyper quali. Il vaut mieux faire un seul mail au lieu de 10. Il vaut mieux faire un site avec 2 fonctionnalités au lieu de 10, mais que tu as l'impression que la boîte, c'est Apple. Tu as l'impression visuellement que c'est Apple. Et personne ne peut te dire tu te prends pour Apple et tu as 3 salariés. Non, en fait, c'est mieux quand c'est vraiment... Ça fait pro, ça fait grosse boîte. Et c'est ça en fait le fake it. C'est fais comme si tu étais une grosse boîte, visuellement, et même si tu n'en es pas une. Et nous, on a commencé, on n'a pas pris de UX designer. Tu peux le prendre en freelance, hein, tu n'es pas obligé de l'avoir en CDI. Mais c'est important que ton site il soit vraiment beau, il soit vraiment bien fait. Et la mécanique derrière, ça reste la même. Hein. Les fonctionnalités, c'est les mêmes, mais juste tu le fais joli. Parce que c'est hyper important, le marketing du produit et le marketing, même une facture, elle peut être belle. Même le mail de facture, en fait, il faut que tout ce que tu fais, tout ce que tu sors, soit beau. Ouais, tu le disais sur un mail. Vaut mieux un bon de commande, n'importe quoi. Enfin, vaut mieux ne pas le faire que faire un truc cheap. Tout ce qui sort vers l'externe, etc. Tout ce que tu diffuses au client, il faut que ce soit beau. Ouais. Enfin, que ce soit quali, que ça fasse grosse boîte. Ouais. Et ça coûte pas cher. C'est que du design. Donc, il faut vraiment mettre un peu d'argent là-dessus. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces enseignements, Antoine, c'était très riche. Et puis bon vent encore pour Planety pour la suite. Hop, merci.